Pour cela, nous allons adopter le plan suivant en parlant premier en grande généralité, grande de diagnostic et grand 3 traitement et grand 4 évolution et pronostic. Enfin, la conclusion. En définition, la maladie de Hodgkin, c'est une prolifération maligne lymphoïde ganglionnaire caractérisée par la présence des cellules de Rett-Steinberg au sein d'un infiltrant lymphocytaire polymorphe et variable. Comme intérêt épidémiologique, on a 5% de l'ensemble des cancers de l'enfant. Pic de fréquence se trouve entre 5 et 15 ans. Elle est exceptionnelle avant l'âge de 2 ans et représente moins de 10% des cas chez les moins de 18 ans. L'incidence augmente avec l'âge. Il a également un intérêt diagnostique qui est surtout histologique, qui permet de mettre en évidence la cellule de Steinberg. Pour l'intérêt thérapeutique, c'est une maladie qui est sensible à la chimiothérapie. Et pour le pronostic, il a une survie supérieure à 90% après traitement. Comme rappel, anatomopathologie, le lymphome de Hodgkin est un lymphome caractérisé par la présence de cellules de Rett-Steinberg qui sont difficiles à mettre en évidence du fait de leur rareté au sein d'un infiltrat polymorphe réactionnel, souvent moins de 1% des cellules. Il regroupe deux entités distinctes, le lymphome de Hodgkin classique qui représente 95% et le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, également appelé paragranulome de Poppermann et Lennert, qui représente 5%. Pour le lymphome de Hodgkin classique, le lymphome de Hodgkin classique est caractérisé par un petit nombre de cellules tumorales, cellules de Rett-Steinberg et les cellules de Hodgkin, au sein d'une architecture ganglionnaire remaniée par un infiltrat cellulaire inflammatoire polymorphe. Pour les cellules de Hodgkin, ce sont des grandes cellules mononucléées avec un cytoplasme basophile et un voluminucléaire. Pour les cellules de Rett-Steinberg, c'est des cellules de très grande taille, environ 50 micromètres, sont caractérisées par un cytoplasme abondant et clair et par un noyau multilobé avec des nucléaires volumineux, donnant un aspect en œil de hibou. Grâce à la microdissection, il est maintenant démontré que les cellules de Rett-Steinberg sont des cellules lymphoïdes B matures dérivées des cellules germinatives ganglionnaires, ayant perdu secondairement leur phénotype B. Le lymphome de Hodgkin est classé selon l'OMS en 4 sous-types histologiques. La forme scléronodulaire qui représente 70% chez les adolescents, 50% chez les enfants plus jeunes, avec fibrose et cellules lacunaires. La forme à cellularité mixte qui représente 20% avec de nombreuses cellules de Rett-Steinberg et des granulomes réactionnels abondants. L'Epstein-Barr virus est particulièrement associé à cette forme, ainsi que les enfants ayant une grande fratrie et un niveau socio-économique qui est faible. Pour la forme diffuse, riche en lymphocytes, elle représente 2 à 5%. Pour la forme avec déplétion lymphocytaire, elle est inférieure à 1%. Pour la physiopathologie, le lymphome de Hodgkin résulte de la transformation clonale des cellules lymphoïdes appartenant à la lignée B, donnant naissance aux cellules binucléées de Rett-Steinberg, pathognomonique de la maladie. Les cellules de Rett-Steinberg interagissent avec de nombreuses cellules pro-inflammatoires et entraînent la sécrétion de nombreuses cytokines à l'origine des manifestations inflammatoires de la maladie. La cause de la maladie est inconnue, mais la susceptibilité génétique et les associations environnementales jouent un rôle. Les associations environnementales liées au lymphome de Hodgkin comprennent les antécédents de traitement par la phénotoïne, la radiothérapie ou la chimiothérapie et l'infection par le virus Epstein-Barr virus et le VIH. Le risque de lymphome hodgkinien est légèrement augmenté en cas de certains types d'immunosuppression. Exemple, les maladies transplantées qui prennent des immunosuppresseurs. Un syndrome d'immunodéficience congénitale,
à savoir l'ataxie téléangiectasie, le syndrome de Klinefelter, syndrome de Chidiac-Kikashi, le syndrome de Wiskott-Aldrich. Certaines maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Sjögren, le lupus érythémateux disséminé. La plupart des patients développent par ailleurs un déficit lentement progressif de l'immunité cellulaire qui contribue aux infections mycosiques, virales ou parasitaires inhabituelles, observées au stade avancé de la maladie. L'immunité humorale est également altérée à ces stades avancés. La mort peut résulter d'une infection ou d'une maladie évolutive. Le lymphome de Hodgkin a un début ganglionnaire unifocal et s'étend de proche en proche au territoire ganglionnaire adjacent par voie lymphatique. Le site initial est le plus souvent intrathoracique, cervical, haut ou moins, beaucoup plus rarement inguinocrural, lombaire ou axillaire. L'extension lymphatique se fait des territoires intrathoraciques ou cervicaux vers les creux susclaviculaires, ce qui explique une adénopathie susclaviculaire soit fréquente et particulièrement suspecte. La diffusion hématogène est le second mode d'extension expliquant des atteintes spléniques, osseuses et médulaires, pulmonaires ou hépatiques. Une atteinte par contiguïté à partir d'un ganglion envahi explique l'atteinte du péricarde, de la paroi thoracique ou d'une vertèbre isolée. Pour le diagnostic, concernant le diagnostic positif, on va parler d'abord des circonstances de découverte, à savoir les adénopathies superficielles, localisation cervicale, susclaviculaire, le plus souvent, axillaire et inguinale parfois, de volume variable, asymétrique, ferme, mobile, non adhérente au plan superficiel et profond, sans caractère inflammatoire. Pour les adénopathies médiastinales, révélées par une radiographie thoracique suite à des signes de compression. Pour les signes généraux, parlant toujours des circonstances de découverte, on peut avoir les signes généraux, à savoir une fièvre isolée, prolongée, sans cause infectieuse, des sueurs profuses, principalement nocturnes, un amaigrissement supérieur à 10% du poids corporel durant les 6 derniers mois, un prurite intense réfractaire aux thérapies habituelles, qui est rare quand même. Pour l'examen physique, il commence d'abord par l'examen général à la recherche de signes généraux, à savoir une fièvre typiquement ondulante, parfois intermittente, parfois en plateau, un fébricule vespéral parfois, des sueurs nocturnes, une altération de l'état général,